Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours de Système embarqué 2. Aujourd'hui, comme premier cours, on va étudier les interruptions. Au semestre passé, quand vous aviez réalisé des programmes qui devaient traiter, qui devaient réagir à des événements, typiquement quand on avait de réagir à la pression d'une touche sur la cible, vous aviez fait du polling. Ça veut dire que vous aviez régulièrement lu l'état du bouton et quand l'état du bouton changeait, vous avez réagi en faisant tourner votre programme. Maintenant, on va faire un peu différemment maintenant. On va permettre au bouton lui-même d'interrompre le programme et de pouvoir faire ce qu'on veut faire, d'être beaucoup plus réactif, parce que ça sera le fait de presser le bouton qui va déclencher un événement et une routine qui va traiter le bouton. Et pas, on ne devra plus attendre avec des boucles qui tournent continuellement. Donc si on prend la matière d'aujourd'hui, on va commencer par voir un peu le concept général, les interruptions, la séquence d'interruptions, quelles sont les différentes étapes par lesquelles passe un programme lorsqu'il est interrompu. On va définir aussi deux termes, la latence et la gigue, qui sont deux termes qui sont utilisés dans le contexte d'interruption. On verra ensuite ce que c'est qu'un vecteur d'interruption. On verra aussi les modes de fonctionnement du processeur. On avait déjà vu ça un petit peu dans le cours d'OS, que le processeur a plusieurs modes de fonctionnement. On a un mode user et un mode supervisor, ou un mode privilégié, un mode administrateur, si on veut, qui nous donne plus de permissions, plus de droits, et on verra comment ces modes sont implémentés sur notre système. Ensuite, on verra les opérations à faire lorsqu'on entre ou qu'on sort d'une routine d'interruption. Puis la semaine prochaine, on étudiera les interruptions matérielles, les interruptions multiples aussi. Qu'est-ce qui se passe lorsque une interruption arrive et qu'une autre arrive alors qu'une est en train de se faire traiter. Et puis on verra comment c'est réalisé ça sur notre système en détail. Donc pour aujourd'hui, on va regarder l'interruption logicielle. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une interruption? La définition, le concept général d'une interruption, selon Larousse, l'interruption est définie comme étant la suspension provisoire de l'exécution d'un programme au profit d'un autre. Ça veut dire qu'on va interrompre un programme. On a l'exemple sur le slide suivant. On a un programme qui fonctionne ici. Puis tout d'un coup, à l'instruction I, le programme va être interrompu. Il reçoit ici une interruption pendant l'instruction I, donc il termine l'instruction I. Puis une fois qu'il a fait ça, alors il va appeler une routine de traitement d'interruption. Cette routine de traitement d'interruption, on l'appelle aussi ISR pour Interrupt Service Routine. C'est la routine qui va réagir ou qui va faire le traitement par rapport à l'interruption demandée. Si c'est un bouton qui a été pressé, ça peut être par exemple d'allumer une lampe. Si c'est un timer qui est arrivé à zéro, ça peut être de prendre une autre décision, etc. Une fois que ce programme est terminé, d'où le terme interruption ou suspension temporaire d'un programme, parce qu'on revient ensuite au programme principal. Donc l'interruption a été momentanée, on a fait notre programme, on est revenu. Donc la définition qui nous dit donc que c'est la suspension provisoire de l'exécution d'un programme au profit d'un autre, et cet autre, c'est justement la Interrupt Service Routine. C'est un peu comme si on avait fait un appel de fonction. Hein. Ce schéma-là ressemble beaucoup à un appel de fonction. C'est comme si à cet endroit ici, on avait on avait utilisé une instruction qui nous, le branch and link par exemple, qui nous appelait une fonction. Sauf que là, l'instruction, elle n'existe pas vraiment. C'est l'interruption qui l'a faite. Ça a été fait automatiquement. C'était pas une volonté de notre part de faire l'interruption. Elle a été produite par le système. Mais ça ressemble quand même effectivement comme à un appel de fonction, sauf qu'elle n'est pas déclenchée par une instruction, elle est déclenchée par un signal. Et ce signal, c'est la conséquence d'un événement. Et l'événement peut être soit interne au programme, par exemple, ça peut être que j'ai créé une erreur, j'ai fait une erreur, j'ai une exception, et puis le signal arrive. Et puis quand l'instruction que j'avais, elle n'est pas valable, et le système n'arrive pas à la décoder. Dans ce cas-là, je génère avec ça une exception. Ou alors elle peut être aussi extérieure au programme. Par exemple, ça peut être un bouton, justement un bouton, ou ça peut être un port série sur lequel on reçoit des bytes. Lorsque le byte arrive, l'interruption va être traitée. Moi, j'ai rien fait de spécial, c'est quelque chose d'externe au programme qui a déclenché cet événement. Donc on a le schéma ici sur le traitement de la routine. On peut distinguer deux grandes familles d'exceptions ou d'interruptions. Les interruptions logicielles
et les interruptions matérielles. Logiciel, ça veut dire produit par le logiciel, produit par par des instructions dans notre système, et matériel, c'est le hardware qui génère l'exception. Si on reprend l'exemple des boutons, c'est le GPIO qui va générer l'interruption. Donc l'interruption logicielle, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on fait une interruption logicielle? Le premier rôle, c'est de pouvoir utiliser, c'est tout au démarrage de la machine. Quand un PC démarre, il doit être capable de lire les secteurs du disque, hein. On avait vu dans le cours d'OS, il y a le Master Boot Record qui contient les premières instructions que le boot manager ou que le bootloader doit effectuer. Et ça, il doit être capable de lire ce premier secteur. Il doit aussi afficher à l'écran, il doit afficher des messages à l'écran, il doit peut-être lire le clavier. Et ces différentes opérations, ces différentes fonctions sont mises à disposition par le BIOS. Et pour rappeler ces fonctions du BIOS, on n'a pas d'autre manière que de faire un appel système, de faire une interruption logicielle qui est vraiment similaire à un appel système qu'on ferait dans un OS. Donc c'est un des rôles d'une interruption logicielle, c'est de pouvoir appeler les fonctions du BIOS lors du démarrage. Le deuxième rôle, c'est justement ce que je viens de dire aussi, c'est ces fameux supervisor call ou appel système. C'est la possibilité pour un programme de communiquer avec son OS dans Linux, dans Windows, sur Mac. C'est l'appel système, il est fait à l'aide d'une interruption logicielle. Il est fait grâce à ça, surtout parce que c'est ce qui nous permet de gagner les privilèges que l'OS a besoin pour faire son opération. Le programme va tourner en mode user et lorsqu'il va avoir besoin de services de l'OS, il va le faire au travers d'un appel système, il va faire un supervisor call, il va faire une interruption logicielle. Et cette interruption logicielle, on verra après quand on parlera des modes, va permettre justement de changer de mode, de passer à un mode privilégié pour pouvoir faire ce qu'on a besoin de faire dans l'OS. Puis le dernier point, c'est de mettre un breakpoint. Quand on veut débugger un programme et qu'on aimerait mettre un breakpoint quelque part dans le programme, alors on va le faire grâce à une interruption. Comme ça, quand le programme va arriver à l'instruction qu'on veut interrompre et reprendre le contrôle avec le débugger, ça va se faire automatiquement. Et puis sur notre processeur ARM, on a deux instructions qui permettent de faire une interruption logicielle. On a le SVC, ça vient de Supervisor Call, SVC, qui permet donc d'interrompre le programme, qui est employé par les OS. On peut rajouter encore, après le SVC, on peut rajouter une constante sur 24 bits qui permettrait de définir quel type de Supervisor Call on aimerait faire. Et puis on a, comme on a vu pour le dernier point ici, un breakpoint, une instruction qui permet de mettre un breakpoint. Vous allez voir aussi peut-être dans des slides, à la place de SVC, on avait parfois utilisé SWI pour Software Interrupt. C'était l'ancien nom pour c'est un autre nom qui permet également dire Software Interrupt. Donc si vous voyez SVC ou SWI, c'est la même chose sur notre système. L'interruption matérielle maintenant, l'interruption matérielle, elle a aussi deux fonctions. La fonction principale, c'est réellement de réagir à des événements qui ne sont pas prévisibles. J'ai parlé du port série qui reçoit un paquet, ou alors d'une carte réseau qui reçoit un paquet aussi réseau, ou alors un bouton qui est pressé, ou un timer qui arrive à zéro. Tous ces événements qui sont générés par le matériel et qui ont un comportement qui n'est pas prévisible, alors on aimerait pouvoir les traiter, et c'est le rôle principal de l'interruption matérielle, c'est de pouvoir réagir à ces événements qui sont produits par le hardware. Puis la fonction auxiliaire, une autre fonction qu'on peut avoir, un petit bénéfice qu'on a aussi de l'interruption matérielle, c'est de pouvoir mettre une sorte de breakpoint hardware à l'endroit où un événement arrive. Si j'ai une interruption qui est dans mon programme, au moment où l'événement hardware arrive et que j'aimerais observer mon système, j'aimerais le mettre en mode debug, alors avec un breakpoint, je peux faire ça. Mais le rôle principal, c'est vraiment de pouvoir réagir à des événements externes ou des signaux externes. On a aussi ce concept d'exception. Pour l'instant, on a parlé d'interruption. Une exception, c'est principalement une défaillance ou un dysfonctionnement. On a vu ça en Java aussi quand on avait parlé d'exception. Typiquement, si on faisait une division par 0 en floating point, on avait infini ou moins infini, mais une division par 0 en integer faisait une exception. Et c'est des genres de défaillances ou de fonctionnements qui ne sont pas vraiment comme on aimerait les avoir.
On a deux types d'exceptions. Au niveau maintenant, alors on n'est pas au niveau Java, parce que typiquement la division par zéro, elle va être gérée par le Java lui-même, il va tester et puis il va réagir par rapport à ça. Mais l'interruption euh, logicielle au niveau du microprocesseur, ça peut être par exemple une instruction illégale. On a vu, les instructions sont codées sur 32 bits. Si ces 32 bits veulent rien dire, si quand le processeur essaie de décoder ça, il n'arrive pas, ça ne correspond pas à une instruction qu'il connaît, alors il va dire ça c'est une exception, c'est une illegal instruction. Ou alors, si j'essaye d'accéder à une zone à laquelle j'ai pas le droit, j'essaie de lire une case mémoire, mais j'ai pas les permissions de le faire. C'est aussi une exception logicielle, c'est le programme, une opération d'un programme qui a fait que ça marchait pas. On a aussi les exceptions matérielles. Alors on a le reset, hein, typiquement quand on presse sur reset, c'est un moyen d'interrompre le programme et de le réinitialiser, donc c'est une exception extérieure, c'est pas quelque chose qui est normalement souhaité ou qui en fonction normale ça n'arrive pas, c'est seulement quand on a une exception. Ou alors par exemple ça peut être une erreur sur un bus de données. J'essaye d'accéder à de la mémoire et puis le timing ne joue pas avec la mémoire. Dans ce cas-là, je vais avoir un bus error. Ou alors, j'essaye d'accéder à des cases mémoire qui ne sont pas alignées. Par exemple, j'essaie d'accéder à un mode de 32 bits, mais je donne une adresse impaire. Dans ce cas-là, l'adresse, si j'ai un mode sur 32 bits, donc sur 4 bytes, l'adresse doit être un multiple de 4. Si j'ai une adresse qui est impaire, c'est forcément pas un multiple de 4, donc je vais avoir une exception. Le programme n'arrive pas à utiliser le matériel, la RAM, sous cette forme-là pour lire cette instruction, pour lire cette donnée. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les exceptions. Maintenant, ce schéma ici de la séquence d'interruption, c'est les différentes phases par lesquelles passe un programme lorsqu'une interruption arrive. Ça, c'est un schéma qui est important. On va souvent y revenir, on va souvent faire référence à ce schéma. Et c'est également une question qui vient souvent dans les examens. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien connaître. Quelles sont les différentes étapes ou quelles sont les différentes... on parle des fois de la pyramide aussi des séquences d'interruption. Donc, on a notre programme en cours qui est ici en bleu. Donc le programme, il arrive, il fonctionne normalement. Tout d'un coup, on a une interruption qui arrive. C'est la partie rouge. Ici, on a l'arrivée de l'interruption. C'est quelque chose qui arrive de manière asynchrone, hein. On parle d'interruption matérielle ici, par exemple. On a pressé une touche du clavier. Alors, on ne peut pas réagir tout de suite. On devra attendre un petit peu. Et on devra attendre quoi principalement? On devra attendre ici, cette zone ici. On attend, d'une part, on attend que l'instruction termine. Ça va aller très vite, hein, mais on ne peut pas interrompre une instruction au milieu de son instruction. Elle doit quand même elle-même terminer. L'instruction assembleur doit terminer avant de pouvoir faire autre chose. Et puis, c'est possible que l'interruption ait été suspendue, que le système n'autorise pas cette interruption, qu'elle a été masquée, qu'elle n'est pas autorisée à arriver. Donc là, on devra attendre. Et ça va probablement pouvoir attendre un peu plus longtemps. Donc, attendre que l'interruption soit activée, l'activation de l'interruption doit arriver pour qu'on puisse la traiter. Typiquement, quand on fait une interruption et qu'on n'aimerait pas qu'une autre arrive alors qu'on en traite déjà une, on va la désactiver. Et puis si une deuxième arrive alors qu'on est en train d'en traiter une, alors elle devra attendre son tour pour pouvoir passer. Donc ça, c'est du moment que maintenant l'interruption arrive, du moment que l'interruption est possible, alors c'est le matériel, c'est le hardware ici qui va générer, qui va utiliser ça. Donc je vais mettre ici hardware. C'est le hardware qui va lui-même, de manière autonome. Il n'y a encore aucune instruction qui est utilisée pour ça que vous avez fait vous-même. C'est le hardware qui prend le contrôle. Il dit, ah ok, maintenant c'est moi qui suis en charge de cette exception. Et il va commencer par sauver l'état du processeur. L'état du processeur, principalement, c'est l'adresse de retour, savoir où revenir, parce qu'ici, tout d'un coup, quand on aura l'équivalent ici, on devra revenir au programme principal et puis on doit savoir d'où on est parti. Donc, l'adresse du PC, au moment où l'interruption arrive, on doit la sauvegarder. Et puis, on doit encore sauvegarder le registre d'état, typiquement de savoir comment étaient les flags, comment était dans quel état était la machine au moment où elle a été interrompue pour qu'on puisse la rendre exactement dans le même état. Donc cette partie en jaune, la sauvegarde de l'état du processeur, elle est faite automatiquement
par le hardware. Et ensuite, le hardware décide également de quoi faire. C'est lui qui va avoir, et c'est là où cette table des vecteurs va venir intéressante. Lui, le hardware, il va regarder dans sa table des vecteurs et puis il va voir qu'est-ce qu'il doit faire en fonction de quel type d'exception a eu lieu. Parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on a eu comme type d'exception. Est-ce qu'on a eu une interruption logicielle, matérielle? Est-ce que c'était une illegal instruction? Est-ce que c'était un access error? On ne sait pas ce qu'on a eu. Donc là, pour l'instant, le processeur, il doit déterminer ça. Il doit déterminer quel type d'exception. Et par rapport à une table, qui est cette vector table, il va choisir quoi faire ou quoi appeler, quelle routine appeler pour pouvoir faire le traitement. Et cette routine qu'il va appeler, c'est la partie qu'on a ici en marron. Cette partie ici en marron, c'est le début de la routine d'interruption. Normalement, on pourrait, du moment que le hardware nous a appelé donc ça c'est dans notre code. La partie en marron, c'est le code que nous on écrit. On pourrait tout écrire, nous, maintenant, sur une seule phase. On aurait pu dire, OK, ça c'est la routine d'interruption, c'est une seule phase qui fait tout le travail. Mais, normalement, on essaye de se simplifier un peu la vie, et puis on va se dire, on va écrire la routine principale, nous, ici, qui est la partie verte en C, pour éviter de devoir trop écrire de l'assembleur, mais on a besoin quand même d'écrire un peu de l'assembleur, et c'est la partie ici en marron, qui sera, elle, écrite en assembleur, parce qu'on doit sauver les registres. Ici, on doit changer le contexte et surtout sauver les registres de la machine pour qu'on puisse également les restaurer. Et cette sauvegarde des registres, on ne peut pas la faire en C, on n'a pas accès depuis le C directement au registre. Donc c'est pour ça qu'on va faire une petite partie, mais vraiment très très petite partie en assembleur qui sauve les registres et qui ensuite appelle la routine en C correspondante. Mais comme ça, au moins, on fait le minimum nécessaire en assembleur. Puis une fois que le programme en C, la routine elle-même termine, alors c'est le programme en assembleur qui avait ici appelé la routine C qui reprend le contrôle, qui lui permet de restaurer l'état des registres. Et puis ensuite, il va redonner de nouveau le contrôle au hardware pour restaurer l'état de la machine et pour que le programme initial qu'on avait ici en bleu puisse continuer de travailler de manière normale. Donc voilà ces différentes séquences, ces différentes étapes qu'on a. On a une partie qui est faite par le hardware, la partie en jaune. On a une partie qui est faite en assembleur, mais qui est notre code qu'on a écrit nous, qui est la partie en marron, et la routine elle-même qui est écrite en C, qui n'a plus besoin de s'inquiéter. Elle peut travailler vraiment de manière sans devoir prendre en compte justement de sauver les registres et tout ça. Là, vous avez encore une fois les explications maintenant en détail de ces différentes phases. Donc, le processeur peut autoriser ou bloquer l'interruption, ce qui va faire qu'on devra attendre plus ou moins longtemps. Si l'interruption est autorisée, alors on a la première partie ici en jaune, le processeur suspend le programme en cours, sauve l'état du processeur, et donc encore une fois, vous voyez ici, c'est l'état est fait par l'adresse de retour et le registre de statut. Il va aussi changer le mode d'opération, c'est là où on pourra gagner des privilèges, typiquement pour devenir superviseur. Il va chercher l'adresse de la routine pour le traitement d'interruption dans la table des vecteurs. C'est la table des vecteurs qui lui dira quoi faire ensuite ou quoi appeler. Et ensuite, il entre dans cette routine, donc il appelle, il exécute l'instruction qui se trouve dans la table des vecteurs. Puis après, on a la partie ici en marron qui sauve le contenu de tous les registres du processeur et la partie vert qui va, elle, ensuite, maintenant, faire le traitement elle-même. Puis après, on revient à la partie marron qui restaure les registres et la partie en jaune où le hardware restaure le registre d'état, revient dans le bon mode et restaure aussi, et retourne à la bonne adresse. On a vu ces deux termes de contexte et de latence. La latence, tout d'abord, c'est un temps. La latence, c'est une durée. C'est le temps qui s'écoule entre le moment où l'interruption a eu lieu et le moment où on traite réellement l'interruption. Et on pourrait la faire commencer éventuellement ici, dès la partie en marron, mais cette partie-là, on ne la traite pas vraiment encore. On fait encore un peu du travail administratif, on sauve des registres, on est encore en train de
ce qu'on appelle de changer de contexte. On commute de contexte. On passe du contexte du programme bleu qu'on avait ici. Là, on était dans le contexte du programme. Et puis maintenant, tout d'un coup, on va changer de contexte. On va aller dans un contexte où on est en mode interruption. Et le fait de sauver les registres fait partie de ce contexte d'interruption. Donc, on ne le compte pas. La partie en marron, elle va aussi faire partie un peu du temps perdu. C'est un peu le temps qu'on a où on fait rien réellement de productif. Le traitement de l'interruption va réellement commencer dans la partie verte. Et ce temps-là, entre le moment où l'interruption arrive et le moment où on travaille réellement, où on fait réellement l'opération, on appelle ça la latence. Et donc cette latence, c'est principalement le temps du changement de contexte, plus le temps encore pendant lequel l'interruption a été désactivée. Le changement de contexte, ou qu'on appelait ici commutation de contexte, ce temps-là, il est plus ou moins constant. Ce temps ici, qu'on a ici ou qu'on a ici, c'est des instructions assembleurs qui ont un timing qui est prédictible. Alors effectivement, il peut y avoir éventuellement du cache, des choses comme ça qui pourraient influencer ça, mais ce temps-là, normalement, il est relativement constant. Par contre, le temps qu'on a ici au niveau de l'interruption, ce temps-là, il est très variable. Lui, si l'interruption elle est désactivée, ça peut durer des secondes. Et donc la latence, c'est la durée que prend l'interruption, et le principal facteur qui va influencer cette latence, c'est le temps de désactivation de l'interruption. C'est ce qu'on a vu, cette partie ici, cette partie qu'on avait ici, c'est celle-là qui va principalement influencer la variation de cette latence. Et si on a un système qui a beaucoup d'interruptions, alors cette latence, elle va avoir un impact considérable sur les performances du système, parce que on va tout le temps changer de contexte, faire des opérations qui prennent beaucoup de temps et qui vont nous faire perdre des performances. Puis ensuite, vu que cette latence peut varier, la variation de la latence, c'est ce qu'on appelle la gig, ou en anglais le jitter, ou interrupt jitter. La gig, c'est le fait que la latence varie. Si on a une latence qui est grande, mais qui est toujours la même, à la rigueur, c'est pas si grave. Si vous devez, par exemple, on aimerait faire un système qui capture le son d'un microphone. On a un signal audio comme ça, et puis on aimerait faire du sampling sur le signal audio. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un timer, et puis on va dire que le timer, à intervalles réguliers, il va nous mesurer à quel niveau se trouve le son, et puis on va prendre les points. Alors là, j'ai pas assez de points pour réaliser un son propre, mais je vais en fait mesurer le niveau sonore, ou le déplacement de la membrane du micro à ces différents endroits. Et si j'ai une latence, alors c'est pas si grave, parce que je vais simplement prendre un petit peu de délai, mais je vais quand même mesurer mon signal de manière correcte. Si par contre j'ai de la gigue, ça veut dire que le temps entre deux de ces signaux-là va commencer à varier, alors mon signal il sera complètement distordu, parce que je vais prendre des fois un peu plus tôt, un peu plus tard, et puis mes points vont faire un signal qui sera vraiment très très mauvais. Donc la latence, à la rigueur, c'est pas toujours très très grave. Par contre, la gigue, dans certains systèmes à temps réel, ça peut réellement poser de gros problèmes, parce que le système ne fonctionnera pas correctement, vous aurez des valeurs qui ne sont pas du tout correctes. Donc voilà pour ces deux définitions de latence et gigue. La latence, c'est le temps entre le moment où l'interruption arrive et son traitement, et la gigue, c'est la variation de la latence. Ok, donc maintenant on avait aussi vu que dans la partie en orange, le processeur il détermine l'instruction qu'il doit exécuter. Il détermine ce qu'il doit faire en fonction d'une interruption donnée. Et il le fait grâce à cette table d'interruption, grâce à ce vecteur d'interruption. Donc on avait vu, si je reviens ici sur la partie en orange,
on a vu que le processeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va changer son mode d'opération et recherche l'adresse de la routine. Je vais effacer tout ça, je vais garder les deux ici. Donc il va changer le mode d'opération et rechercher l'adresse de la routine. C'est les deux choses qu'il doit faire maintenant, et ça il va le faire justement grâce à cette table des vecteurs. Donc, par rapport à un type d'exception ou d'interruption donné, on a un mode de fonctionnement qui sera défini. Et ensuite, on va mettre dans une table, on va avoir, nous, une table, et pour chacun de ces types d'interruption ou de types d'exception, on va lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Alors, qu'est-ce qu'on va stocker dans cette table? On pourrait imaginer qu'on stocke une adresse, c'est l'adresse ou de la routine. On pourrait faire ça, on pourrait faire qu'on stocke une adresse. Mais dans le cas de notre système, on stocke une instruction. Dans la table, on stocke l'instruction qui sera exécutée. Alors, quelle est l'instruction qui est exécutée normalement dans la table des vecteurs? Eh bien, c'est des B, c'est des branches. On va ici avoir un branch et puis on va exécuter l'instruction qu'on veut faire. Donc, on stocke pas l'adresse, mais on stocke l'instruction. Ça, c'est important aussi. Sachez que dans la table des vecteurs, on ne stocke pas une adresse, mais on stocke une instruction. On stocke l'instruction qui doit être effectuée. Et normalement, c'est un branch. Et cette table qui contient toutes ces instructions, c'est ce qu'on appelle la table des vecteurs. Et ce qui nous permet ensuite, lorsqu'on a une interruption donnée, on détermine quel est son numéro. Son numéro nous détermine donc à quelle entrée de la table on se trouve et on exécute l'instruction correspondante. Donc cette table, vous allez la construire vous-même. Vous allez construire cette table des vecteurs dans les travaux pratiques. Et donc, vous allez construire une liste ou une table avec des branches. Et l'instruction qui se trouve à l'intérieur de cette table va permettre au processeur de charger le PC, le registre 15, qui a l'adresse de la routine de traitement d'interruption. Et pour chaque type d'interruption, on aura une routine dédiée. On va appeler une routine pour chacun des types. Parce que sinon, on ne saura plus après de quoi il s'agit. C'est uniquement là qu'on sait de quel type d'interruption on a. Donc, on va appeler chaque fois une routine différente qui nous permettra comme ça de différencier aussi les interruptions qu'on a derrière. Donc là, vous voyez cette table des vecteurs d'interruption. Donc, c'est effectivement une table. On a les offsets ici, qui sont donnés dans cette colonne ici. 0, 4, 8, C, 10, 14, 18. On voit que c'est des entrées sur 32 bits. Et donc, la première entrée, c'est le reset. La deuxième entrée, ce serait sur un undefined instruction. Si je fais une instruction indéfinie, le système va utiliser cette entrée de la table et il va exécuter l'instruction qui se trouve ici. Souvent, ça sera, comme je vous ai dit, ça sera un branch. Si j'ai une interruption matérielle, un interrupt request, alors ça sera l'entrée qui se trouve ici et je vais avoir dans ma table un branch sur mon IRQ handler. Maintenant, où elle se trouve cette table, parce que le processeur il doit savoir où elle est pour qu'il puisse l'utiliser. Sur certains systèmes, elle va simplement mettre à l'adresse 0. On aura à l'adresse 0 un peu de RAM dans laquelle on pourra écrire le contenu de cette table. Sur notre système à nous, sur le système de BeagleBone qu'on utilise, on peut mettre la table où on veut. On peut la mettre n'importe où en mémoire, dans n'importe quel type de mémoire. On définit cette table et puis ensuite, on dit au processeur où elle se trouve. On a une instruction spécifique, vous verrez dans les TP, qui permet de dire au processeur cette table se trouve à cette adresse-là et c'est ça qu'il va utiliser lui quand il va traiter l'interruption. En plus d'avoir ici les instructions, vous voyez que à chacune des entrées de la table correspond également un mode. On a différents modes dans lesquels notre processeur se trouve. On a le mode supervisor, qu'on a lorsqu'on fait une interruption ou lorsqu'on a un reset. Et d'ailleurs, dans les programmes que vous avez écrits dans le semestre passé, vous étiez toujours en mode supervisor. Et on va plus ou moins rester, le programme principal, pour l'instant, va rester dans ce mode supervisor. Normalement, on a encore un mode user qu'on utiliserait pour un programme utilisateur, mais nous, on va tout écrire en mode supervisor. Ça va nous simplifier le travail. On a accès à tout en supervisor, on a un mode privilégié.
Mais j'ai également, lorsque j'ai une instruction indéfinie, je me retrouve dans un mode qui s'appelle undefined. C'est pas un mode indéfini, hein, c'est un mode qui s'appelle undefined, qui est réellement comme ça. Ou alors ensuite, j'ai des modes qui s'appellent abort, qui sont dans des cas de soit de prefetch abort ou data abort, soit j'arrive pas à lire une instruction, soit j'arrive pas à lire des données. J'ai ensuite le mode IRQ, qui est le mode dans lequel se trouve le processeur lorsque j'ai une interruption de type matériel. J'ai également un mode FIQ pour un Fast Interrupt, sauf que sur notre processeur BeagleBone Black, on n'a pas ce mode FIQ, il n'est pas implémenté. On ne l'utilise pas, on n'a que le mode IRQ. Donc ces différents modes de fonctionnement sont définis. Chaque fois qu'on a une interruption d'un type donné, on va également dans un mode de fonctionnement donné. On a en tout 6 modes. Alors ici, on en a vu quelques-uns. On a vu le mode supervisor, undefined, abort, IRQ, FIQ. On a encore le mode user. Le mode user, c'est un mode limité qui est normalement utilisé par les OS. Quand vous faites tourner un programme sur votre PC, normalement, il va tourner lui en mode user. Et seulement quand vous aurez besoin de faire des opérations de l'OS, alors vous serez en mode supervisor. On a également donc le mode IRQ qui est celui qui sera utilisé, comme on a vu ici, lorsqu'on rentre dans une routine d'interruption. On a ce mode IRQ qui est utilisé. On a ensuite le mode abort. On a vu aussi dans les cas de data abort. On a un mode undefined, lorsqu'on a une instruction qui est indéfinie. Et puis on a un mode système. Le mode système, il est intéressant. Le mode système, il est aussi en jaune. Ça sera un mode qu'on va utiliser pour faire des tâches en mode privilégié. Donc c'est en principe, c'est l'OS qui va faire ça, qui va changer en mode système. Le mode système, on verra juste après que dans chacun de ces différents modes, on a différents registres. Et si on aimerait modifier les registres du user, on ne peut pas forcément modifier tous les registres du user si on est en mode supervisor. Par contre, si on va en mode système, alors on peut modifier tous les registres du user, et mais on ne perd pas les privilèges. Quand on est en mode système, on a tous les registres des users et on est en mode illimité. On a donc l'accès illimité. On peut facilement après revenir en mode supervisor. Si j'ai un programme qui est en mode user, qui change en mode supervisor, il ne peut pas facilement revenir en mode user. Pour revenir en mode... non, l'inverse. Si je suis en mode supervisor et que je vais en mode user, pour configurer mes paramètres du user, je ne peux pas ensuite facilement revenir en mode supervisor. Je dois le faire avec un appel système. Par contre, si je suis en mode supervisor et que je vais en mode système, alors ensuite je peux revenir facilement en mode supervisor. Mais ça, on verra aussi quand on fera les TP. Ça va nous permettre principalement d'initialiser la stack. Donc, si on regarde maintenant les registres qu'on a dans notre processeur, en mode user ou en mode système, on a un set de registres complet de R0 à R15, plus encore le CPSR, le Current Processor Status Register, qui est le registre d'état du processeur dans lequel on a les flags, dans lequel on a différentes choses qui sont stockées. Et quand je vais ensuite en mode, par exemple, IRQ, alors je garde de R0 à R12, je garde ces registres. J'ai les mêmes que ce que j'avais en mode user, mais maintenant, le registre R13 et R14 que j'ai ici, c'est des autres registres. C'est un autre registre R13 que le R13 que j'avais en mode user ou que le R14 que j'avais en mode user. C'est d'autres registres. On voit ici, il s'appelle R13 IRQ et R14 IRQ. En réalité, il s'appelle aussi R13 R14. Mais quand je suis en mode IRQ et que j'écris dans le registre 13, que je sauve dans le registre 13, le stack pointer, alors je sauve dans le registre 13 du mode IRQ et pas dans les autres registres 13. Chaque mode a son stack pointer. Chaque mode a un registre 13. J'ai un registre 13 ici quand je suis en user ou quand je suis en système. J'ai un registre 13 quand je suis en IRQ. J'ai un registre 13 en supervisor. J'ai un registre 13 en abort. J'ai un registre 13 en undefined instruction. Et c'est vraiment un registre différent. Mais je ne peux pas accéder aux autres. Quand je suis dans un mode donné et que j'écris ou je lis le registre 13, j'écris simplement le registre 13 du mode dans lequel je me trouve. Donc ça veut dire maintenant, quand votre programme avait tourné jusqu'à maintenant en mode supervisor et que vous avez écrit dans votre stack pointer, vous avez utilisé la stack pointer, vous avez utilisé le registre 13 du mode supervisor.
La même chose pour le link register, le R14, on a utilisé le link register du mode supervisor et on a encore des R14 dans les autres modes qu'on n'a pas utilisés. Et puis on a ici les SPSR. Ces SPSR, c'est des Saved Processor Status Register. C'est ce qui permet de faire une copie. Lorsqu'on a une interruption, on a vu dans la partie jaune de la pyramide, on doit sauver l'adresse de retour. Alors on la sauve où? On la sauve dans le registre 14. Et où est-ce qu'on sauve l'état qui est dans le CPSR? Le CPSR, on le sauve dans le SPSR. Donc ça va être fait automatiquement par le premier étage de la pyramide, par la partie orange de la pyramide, la partie jaune de la pyramide. Quand on avait dit Saved Hardware Status ou sauver l'état du hardware, on va sauver le PC dans le R14 du mode correspondant et on va sauver le CPSR dans le SPSR du mode correspondant. Et ça, c'est bien. Et c'est même nécessaire. Parce que si on n'avait pas ça, la question c'est où est-ce qu'on aurait sauvé l'adresse de retour? Si je reprends le slide où on avait où on voyait un petit peu un appel système ici, j'ai l'appel système ou l'interruption qui va être démarrée ici, et puis je fais mon programme. À la fin ici, je dois savoir où je dois retourner. Si j'avais utilisé le link register normal, j'aurais été embêté parce que lui, il a aussi un link register. Lui, quand on l'a appelé, quand on est venu depuis l'extérieur d'un programme vers lui, on a aussi utiliser un link register pour que lui puisse revenir après au programme principal. Donc le link register, moi j'en ai besoin ici. Je ne peux pas me permettre de l'effacer, je ne peux pas me permettre lorsque je fais ici l'appel système d'utiliser le link register de mon programme là, parce que je ne suis pas censé le modifier. Donc comment est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est grâce à ce système de différents modes qui va faire que quand je suis en mode je vais reprendre ici. Quand je suis en mode supervisor et que j'ai une... Donc si je suis en mode supervisor, je vais utiliser mes registres R0 à R12 ici, puis ensuite R14, R15, R13, R14, R15, et le CPSR, c'est aussi celui que j'ai dans mon mode ici supervisor. Puis lorsque je vais faire si je suis en mode supervisor et que j'ai une interruption matérielle qui arrive, alors mon PC, je le mets dans le link register du mode interrupt et le CPSR, je le mets dans le SPSR du mode interrupt et mes registres que j'avais ici, eh ben, ils ne sont pas touchés. Le link register que j'avais quand j'étais en mode supervisor, il n'est pas touché. Donc ça c'est bien et c'est ce qui va faire que ça peut fonctionner. J'ai tout maintenant le loisir de sauver les registres. Grâce à cette copie du link register que j'ai, alors je vais gagner du temps. Le stack pointer serait en principe pas forcément nécessaire, mais là aussi, si mon programme principal, il a son stack pointer, il utilise sa stack, moi j'ai pas, pendant la route d'interruption, j'ai pas à aller touiller dans sa stack, j'ai pas à aller modifier le stack pointer ou écrire ou lire dans la stack, c'est la stack du programme. Moi j'ai ma propre stack en tant que routine d'interruption, j'ai ma propre stack et c'est pour ça que j'ai aussi un registre 13 qui est dédié ici dans ma routine et c'est moi qui l'utilise. Donc voilà pour ces différents modes de fonctionnement du processeur et donc les modes de fonctionnement sont liés au type d'interruption. Lorsqu'une interruption arrive et qu'on utilise la table des vecteurs pour exécuter l'instruction correspondante, en plus on va changer de mode, on va choisir dans quel mode on se trouve et le fait de changer de mode fait qu'on reçoit également des registres 13 et 14, des nouveaux registres pour ce mode-là. Alors l'état du processeur, le CPSR, si on reprend ce qu'on avait ici, ce CPSR, on voit ici le détail de ce CPSR. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a ici ces 5 bits qui sont intéressants pour nous. C'est là où on a le mode justement. C'est là qu'on sauve le mode du processeur. Et si on regarde dans la table qu'on avait ici, on a ici un code. Pour chacun de ces modes, on a un code.
Ce code, il est sur 5 bits et c'est le code qu'on stocke ici dans ces 5 bits-là. Ces 5 derniers bits du registre d'état correspondent au mode. Et on peut les modifier. Si je suis par exemple en mode supervisor et que j'aimerais aller en mode système, je peux lire le CPSR, modifier les 5 bits, le réécrire et je vais changer de mode. Mais ça, on ne pourra pas le faire en mode user. Si je suis en mode user, le mode user, il est non privilégié. Si on regarde de nouveau ici, l'accès en mode user est limité. Ça veut dire que typiquement, je ne peux pas écrire ces 5 bits quand je suis en mode user. Si je me trouve en mode user et que j'essaye d'écrire là-dedans, je vais pas pouvoir le faire. Ça ne va pas marcher. Je n'ai pas le droit d'écrire ces bits. Parce que je n'ai pas les privilèges pour le faire. Ce serait trop facile sinon. Sinon, il suffisait d'écrire là-dedans, le mode user, il ne servirait à rien. Uniquement en mode privilégié, je peux le faire. Puis ensuite, ce qu'on a aussi, c'est qu'on retrouve ici nos fameux bits qu'on utilisait pour l'arithmétique, hein, le négatif, le zero, le carry, l'overflow. On a également là aussi un bit qui est intéressant pour nous, ce bit i. On a dit que les interruptions pouvaient être masquées. C'est justement grâce à ce bit i qu'on peut masquer l'interruption. Si je mets un 1 ici dans ce bit, donc le bit numéro 7 du registre d'état, si j'écris un 1 ici, l'interruption est masquée. Elle ne peut pas arriver. Elle peut pas survenir. Seulement si j'ai un 0, alors elle peut arriver. On voit, j'ai aussi le F, qui était pour justement les FIQ, mais chez nous, on ne l'a pas. Donc nous, on a principalement le I qui est intéressant pour nous. Donc voilà les flags intéressants. Donc, dans le contexte d'interruption, ce qui est intéressant pour nous, c'est le mode et c'est le I pour les masquer. Voilà. On va voir maintenant encore qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on entre dans une routine d'interruption. On a déjà vu que le processeur lui-même déjà, il faisait cette opération-là. Le processeur, il sauvait l'adresse de retour ou le PC où il doit retourner dans le registre 14 et il sauve le CPSR dans le SPSR. C'était l'opération qu'on avait ici. On sauve le PC dans le R14 du mode correspondant et on sauve le CPSR dans le SPSR du mode correspondant. Donc ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il va également faire? Il va désactiver les IRQ. Automatiquement, dès qu'on a une interruption, on désactive l'IRQ. Vous n'avez rien à faire, vous, c'est le hardware qui le fait. Le hardware désactive l'interruption pour empêcher qu'une deuxième arrive alors qu'on est en train d'en traiter une première. Si vous voulez autoriser des interruptions cascadées, des interruptions qui sont imbriquées ou nested interrupt, alors c'est à vous de remettre le i à 0 en sachant que vous avez le risque qu'une nouvelle arrive et qu'il faudra le traiter correctement. Mais normalement, la manière la plus simple de faire, c'est de dire que quand une interruption arrive et qu'une deuxième arrive en même temps ou juste après, eh bien, elle doit attendre. Et c'est pour ça que le processeur lui-même va automatiquement bloquer les interruptions suivantes. Et puis, il va aussi mettre le M au mode correspondant au mode de l'interruption donnée. Et puis, il charge ensuite le PC par rapport à l'adresse du vecteur où il va en principe, il effectue l'instruction qui se trouve dans la table des vecteurs. Ici, on l'avait ici. Il exécute cette instruction, ce branch ici, qui permet d'appeler la routine. Ça, c'est la partie en jaune, en orange de la pyramide qui se fait de manière autonome. Ces différentes étapes-là, vous n'avez pas à les programmer, elles sont faites de manière automatique. La seule chose que vous choisissez, vous décidez, c'est vous décidez la routine qui sera appelée en mettant dans la table des vecteurs l'instruction correspondante. Ça, c'est vraiment une différence qu'il faut vraiment savoir aussi. C'est aussi une question qui vient souvent à l'examen. Que contient la table des vecteurs? Si vous me dites qu'elle contient une adresse, ça serait faux. Elle ne contient pas une adresse. La table des vecteurs contient une instruction. C'est un branch, ok? Le branch contient une adresse, mais la table des vecteurs, elle, contient une instruction et pas une adresse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on... Donc ça fait tout seul, on appelle le programme. Et maintenant, quand on termine le programme, on doit retourner, on doit donc nous, en principe, remettre le PC par rapport au link register qu'on avait. Donc normalement, l'instruction qu'on devrait faire, on pourrait normalement faire ici un BXLR, comme on avait fait jusqu'à maintenant. Sauf que ce n'est pas tout à fait exact. Ce qui se passe, c'est que le link register qu'on a reçu, il n'est pas
exactement toujours à l'endroit où on doit sauter. Et typiquement, pour les data abort, pour les IRQ ou pour les prefetch abort, on est 4 trop loin. Le link register nous montre 4 trop loin. Vous allez voir plus tard, quand on va parler du pipeline, pourquoi ça arrive, ce genre de choses. Le processeur, quand il fait une instruction, il ne la fait pas de manière linéaire. Il a un système de pipelining. Et en fonction de l'interruption, de quel moment du pipeline elle arrive, ça peut influencer l'adresse qu'il y a dans le PC. Ou dans le link register, dans notre exemple-là. Donc nous, en principe, quand la routine est appelée, quand dans la partie jaune, on a dit qu'il a sauvé l'adresse de retour dans le link register, cette adresse de retour, elle est dans certains types d'interruptions 4 trop loin. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas simplement faire un BXLR, mais il faut soustraire au link register cet offset et mettre le résultat dans le PC. Donc c'est pour ça que si on a un software interrupt, ou aussi c'était ici SVC, hein, on avait vu que nous on utilisait maintenant SVC, là vous voyez le SWI, le SVC, lui il est bon. Quand on fait un software interrupt ou qu'on a un undefined instruction, le link register il montre à la bonne adresse, on peut l'utiliser tel quel. Mais si on a un data abort, un IRQ ou un prefetch abort, dans ces cas-là, on doit soustraire 4 au PC. Donc on fait link register -4 et puis on met dans le PC. Maintenant, on a dit que non seulement on doit retourner à la bonne adresse, mais on doit également remettre le SPSR dans le CPSR. Si on reprend ici, j'ai sauvé mon CPSR dans le SPSR. Quand je fais un return, je dois également lui dire de récupérer ça et de restaurer le CPSR, la sauvegarde qu'il avait faite lui, il doit la remettre maintenant dans le CPSR. Alors comment est-ce qu'on fait pour lui dire de remettre ça? Parce que si on fait juste un sub PCLR, il ne ferait pas ça. C'est pour ça qu'on utilise le sub S. Ça, c'est aussi une petite subtilité. Le sub S ici, normalement le S, ça mettait à jour les flags. Et ça mettait à jour les flags, lesquels ça mettait à jour les N, Z, C et V flags. Ça, c'était fait normalement par le modificateur S. Ben maintenant, ce modificateur S, il est un peu spécial. Si la destination, c'est le PC, donc si la destination, c'est pas un registre tel que R, si c'est un registre R0, R1, R2, dans ce cas-là, effectivement, le sub S, il met à jour les flags N, Z, V et C, comme on avait vu au premier semestre. Mais si le registre de destination, c'est le PC, dans ce cas-là, le S signifie met pas seulement ces flags à jour, mais prend tout le SPSR et met-le dans le CPSR. Donc le fait de mettre ici un sub S, c'est ce qui va faire que le SPSR revient dans le CPSR. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus faire un BXLR, on doit le faire avec une opération spéciale, typiquement ici, un sub S. Et ce qu'on va faire, c'est que pour les 3 premiers types, on va faire un sub S de PC4. Et puis pour si on a l'adresse qui est juste, alors on fait un move S PCLR. On aurait pu faire aussi un sub S PCLR 0, mais on fait simplement un move S, ça revient au même. Donc alors ça c'est assez subtil, ce fait qu'on doit instruire le processeur pour lui dire, en plus de retourner, en plus de mettre le link register dans le PC, en le corrigeant, on doit en plus remettre le CPSR à jour. Mais souvent, en fait, ce qu'on va faire, c'est à la place, dans la partie marron du programme, on sauve tous les registres. On sauve tous les registres du système, comme ça on est tranquille, on n'a pas de surprise. Donc ce qu'on pourrait faire aussi, c'est à la place au moment où on sauve tous les registres, ce qu'on pourrait dire, c'est juste avant de sauver les registres, on corrige le link register. À la place de corriger le link register en sortie de la routine, comme on l'a fait ici, hein, on l'a corrigé lorsqu'on sort de la routine, on dit on va le corriger avant de le sauver sur la stack. On sauve tous les registres sur la stack.
Et l'idée, c'est de se dire, c'est que si j'ai un mode, si je suis dans un de ces trois modes-là, alors je vais commencer par soustraire le link register avant de le sauver dans la stack. Comme ça, quand je vais le récupérer de la stack, il aura la bonne valeur et j'aurai plus rien à faire. Donc c'est ce qu'on va faire ici, c'est que la technique courante consiste à corriger l'adresse de retour à l'entrée. Donc ça veut dire, au début, je vais faire un sub LR4 si nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, je ne le fais pas. Et je sauve ensuite tous mes registres dans le stack pointer. Donc je sauve R0 jusqu'à R12, plus le R14 que je viens de corriger. Je sauve tout dans la stack. Donc je vais faire un store multiple full descending, stack pointer que je modifie et je mets tous les registres. Alors je ne mets pas le R13, c'est sûr que je ne mets pas le stack pointer lui-même. Le stack pointer, c'est lui qui m'a dit où je suis dans ma stack, je ne vais pas le sauver lui dans la stack. Mais tous les autres, de R0 à R12 plus R14, je les sauve tous dans la stack. Et puis quand je sors le programme, quand je vais terminer mon programme, pour faire le return, alors je vais faire un load multiple full descending, de nouveau par rapport au stack pointer. Je récupère tous les registres, sauf que maintenant, à la place de sauver, de récupérer dans le link register, je mets dans le PC, et maintenant je peux le faire directement comme ça, vu que j'avais corrigé ici les link register, donc avant de le mettre sur la stack. Maintenant, en récupérant de la stack, je peux directement prendre le PC, et là, le petit circonflexe à la fin, celui-ci là, il signifie justement aussi mettre le CPSR par rapport au SPSR. Donc le petit circonflexe qui est à la fin de l'instruction, c'est un petit peu comme l'équivalent du sub S qu'on avait vu ici. Ça permet justement de dire au processeur, récupère le SPSR et mets-le dans le CPSR. Donc là, c'est pas mal de petites finesses comme ça qu'il faut savoir quand on va écrire le code en assembleur. On a vu que donc chaque mode dans lequel on se trouvait avait son propre stack pointer. Hein. On avait vu ici, si je reviens dans les registres, on a dans chaque mode, on a son propre R13, on a son propre stack pointer. Donc là aussi, ce stack pointer, il faudra l'initialiser. Ça va être aussi, on verra dans les TP comment est-ce qu'on fait ça. Donc l'idée, c'est que on change le mode en modifiant les 5 derniers bits du CPSR, hein, avec ce MSR, CPSRC, on modifie que la partie du CPSR, donc on va modifier que, si je reprends le CPSR, on modifie que cette partie-là, CPSRC, et on va lui mettre ici le mode dans lequel on veut rentrer. Et puis une fois qu'on a changé de mode ici, alors on peut charger le stack pointer avec avec le sommet de la pile. Les piles sont des descending, donc moi je vais mettre cette adresse-là. Si j'ai ici ma stack qui est pour un mode donné, donc en mémoire, moi je vais avoir plein de ces stacks, une pour chacun de mes modes, puis ensuite je vais changer dans le mode, puis je vais lui dire, ok, toi ta stack elle est là, je vais dans le mode suivant, puis ta stack elle est là, le mode suivant, la stack elle est là, et puis on va initialiser avec ça tous les stack pointers grâce à cette manière. On change le mode dans le CPSR et on charge le R13. Comme ça, on s'assure qu'on va charger tous les R13 différents. Je vais charger tout d'abord le R13 du mode superviseur, je suis déjà dedans, donc je vais en mode IRQ, je charge son R13, je vais en mode abort, je charge son R13, je vais en mode undefined, je charge son R13, et là aussi, je vais aller en mode système pour charger le R13, et puis après je vais revenir, et le fait de changer le R13 en mode système me permet de revenir, mais j'ai en même temps changé le R13 du mode user. Ça c'est l'intérêt d'avoir le R13 qui est commun aux deux modes. Je peux aller en mode système et revenir pour changer le R13. Si j'avais été en mode user, j'aurais plus pu revenir, ou plus facilement pu revenir. Ok. Avec ça, donc on termine la partie pour aujourd'hui sur la première partie d'interruption. Et la semaine prochaine, on verra ensemble comment fonctionne l'interruption matérielle. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Au revoir.